Beaucoup se sentent stigmatisés par ces problèmes administratifs, parce que d'ailleurs ce sera évoqué ultérieurement lors d'une autre table ronde, mais on peut déjà en parler. C'est vrai qu'il y a bien souvent des complications administratives. Et est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut évoquer ce sujet? Peut-être Anne-Sara? Effectivement, on est dans un schéma complètement kafkaïen de l'administration. On n'y comprend rien, c'est impossible à remplir. Quand vous êtes aveugle, il faut tout remplir à la main. Quand vous avez des difficultés pour écrire, pour comprendre, c'est complètement inadapté, hein. Donc ça, on ne le découvre pas. On est en train quand même, je crois, de mener à l'échelle nationale une réflexion là-dessus. Si je ne me trompe pas, on a même un ministère, je crois, qui se charge de la simplification des procédures. Alors, il faut se méfier toujours, parce que parfois, à force de simplifier, ça rajoute juste encore des nouvelles étapes. Mais je pense que l'accès au droit, c'est d'abord là que ça se passe. C'est rendre les parcours clairs, simples. On le rend compte maintenant, on s'en rend très bien compte que pour tout ce qui est commercial, c'est hyper simple. Vous avez un problème avec votre téléphone dans le magasin, il y a une très bonne prise en charge, etc. Mais dès lors qu'on n'est pas dans le secteur marchand, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Donc évidemment, la priorité pour qu'on puisse connaître ses droits, les faire valoir, c'est que ça soit accessible. Donc on travaille tant qu'on peut avec les ministères concernés, notamment le ministère de la Justice, pour faire ça. Ils sont en train de réfléchir notamment à l'instauration de formulaires en facile à lire et à comprendre. On leur a rappelé d'ailleurs, et je crois que c'est essentiel, que le facile à lire et à comprendre, comme tout, ça ne se fait pas dans des bureaux, ça se fait avec les personnes concernées, qu'il faut, avec les personnes qui ont ces difficultés-là, vérifier que tout ce qu'on met en place, ça facilite. Donc, on est vraiment un petit peu à la préhistoire de cette démarche-là, mais il faut espérer il faut vraiment demander ça très fortement, que ça avance, ça, la simplification. Je suis venue à ce forum justement pour dire on doit se réapproprier notre santé, ce n'est pas les autres qui doivent décider à notre place, et c'est important de le dire, parce que ce n'est pas se connaître, et on n'est pas qu'une... Pour moi, personnellement, le trouble psychique, je ne m'appelle pas bonjour, je m'appelle un tel, et je suis atteinte de ça. Non, j'ai une personnalité, j'ai mon tempérament, comme vous l'avez constaté. Ce n'est pas mon trouble psychique qui m'a donné ce tempérament. Et grâce à mon tempérament, ma personnalité, je peux surmonter mes symptômes. Et ça, c'est important de se connaître. C'est vraiment important de pouvoir surmonter, mais ce n'est pas une tare d'avoir un trouble psychique. Et j'aimerais juste rajouter que avec ce Covid, peut-être voir le verre à moitié plein, se dire que maintenant tout le monde est concerné par la santé mentale. Dehors, les gens disent je ne suis pas bien, je fais une dépression, ou je suis anxieux, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Eh bien maintenant, ça touche tout le monde. Et de dire qu'on a un trouble, ça va peut-être être moins stigmatisant. Peut-être la santé mentale, là, on va prendre soin de soi, autant physique que mental, et c'est très important. Voilà. Ce que je voulais rajouter. Il y a quand même, j'ai envie de vous faire parler de deux choses, enfin en tout cas déjà d'une dont vous me parliez, c'est la question des croyances religieuses qui sont pas toujours forcément respectées, ou en tout cas, enfin qui est une question sensible à l'hôpital en particulier. Ça, c'est une question délicate, parce que ce qui est pas... Ou même au niveau familial, oui, pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Par contre, ce qu'on ne tient pas compte à l'hôpital, oui, c'est de la culture. En psychiatrie, certaines personnes qui souffrent d'un trouble psychique sont d'une culture différente. Et ce qui est intéressant, c'est de parler justement de l'ethnopsychiatrie. C'est une technique, un domaine thérapeutique ou une... Oui, c'est qu'on va tenir compte des croyances du patient. Et en entretien, vous aurez un psychiatre, puis notamment, si la personne a une croyance religieuse, ça peut être un pasteur, un rabbin, un imam. Et ça sera, on va traiter, entre guillemets, le patient avec son ensemble, avec sa culture, ce qui est important. Pas uniquement au sens médical. Vraiment de prendre la personne dans sa globalité, et non pas que zoomer sur le trouble psychique.
Alors, parmi les questions qui arrivent en direct, en fait, il y en a assez peu pour le moment, donc je vous invite à envoyer vos questions, n'hésitez pas. Il y en a une, ce qui concerne les directives anticipées. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet ? Les directives anticipées, c'est pas toujours prévu. Voilà, les patients n'y pensent pas forcément, et quand elles sont prévues, quand elles sont rédigées, peut-être ne sont-elles pas observées. Une réaction de l'un ou l'une d'entre vous? Bernard, peut-être, Anne-Sara? Oui, alors moi, je ne suis pas du tout spécialisée des directives anticipées. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une disposition dont qu'il faut qu'on s'approprie. C'est-à-dire que je pense que le souci, c'est que déjà, de notre vivant, on a du mal à faire valoir nos droits. Et, et peut-être que les anticiper pour après, pour ce passage-là, en tout cas, c'est pas très simple encore. On a du mal à s'approprier notre parcours de droit, en fait. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à creuser ça, à s'informer là-dessus. Moi maintenant, je l'ai pas fait, les directives anticipées, donc je serais très malvenue à encourager les autres à le faire, mais je pense que je devrais le faire déjà moi. Et puis aussi, je pense qu'on devrait tous le faire, que c'est une très bonne avancée en droit. Une autre question, qui celle-ci a été posée à l'avance. Alors j'ai beaucoup de détails. Elle a été posée par Virginie, qui a d'ailleurs écrit un article assez détaillé sur le blog commedesfous.com. Elle défend le droit de libre association pour les personnes sous tutelle ou curatelle. Pour elle, c'est un acte thérapeutique et politique, enfin une possibilité qui serait donc thérapeutique et politique, une avancée énorme pour les droits et la dignité. Se battre ainsi pour que le principe de libre association des majeurs sous tutelle ou curatelle serait formidable s'il était reconnu dans la loi de 1901. Il faut savoir qu'il y a déjà un article spécial pour les mineurs. Il pourrait donc y avoir un article pour les personnes sous tutelle et curatelle. Qu'en pensez-vous ? Anne-Sara ? Oui, moi ça me... Alors bien sûr, évidemment, bien sûr. Et après, ça m'évoque la question du droit de vote. Donc pour les personnes placées sous mesure de protection de justice. Aux États-Unis, en fait, la question, avant d'arriver en France, la question s'est posée aux États-Unis. Et les Américains se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes placées sous protection ? Est-ce qu'elles votent ? Est-ce qu'elles votent pas ? Enfin, on peut quand même pas laisser voter n'importe qui, des gens qui comprennent rien, quoi. Donc, ils se sont dit, on va finalement mettre en place des tests pour vérifier que ces personnes-là sont bien aptes à voter. Alors, ils ont mis en place des tests. Et il y avait plusieurs questions auxquelles il fallait répondre. Et si vous avez la bonne réponse, le maximum de bonnes réponses, vous avez le droit de vote. Et les questions étaient finalement, ils se sont tous mis entre gens bien intentionnés, qu'on connaît bien, directeurs et autres d'institutions. Ils ont créé ces questions-là. Donc la première question, c'était les élections ont lieu dans 2 mois. Avez-vous décidé pour quel candidat vous votez ? Si vous répondiez non, vous n'aviez pas les points. Si vous répondiez oui, alors ça montrait que vous aviez le discernement suffisant, vous aviez les points. Deuxième question, les élections ont lieu dans 2 mois, avez-vous lu tous les programmes ? Si vous répondez non, vous n'avez pas les points. Les élections ont lieu dans 2 mois, vous avez décidé pour qui vous votez, avez-vous lu le programme dans le détail du candidat pour qui vous votez ? Et si vous répondez non, à nouveau, vous n'avez pas les points, vous n'avez pas le droit de vote. Et puis à la fin de leur questionnaire, ils se sont dit, bon, le vrai problème, c'est que nous, là, autour de la table, si on remplit ce questionnaire-là, ben, le droit de vote, on ne l'a pas, quoi. Alors, il est évident qu'ils se sont rendus compte qu'on était en train de faire peser sur les personnes dites handicapées des obligations beaucoup plus fortes que sur l'ensemble de la population, sous prétexte de les protéger, et qu'en fait, les critères étaient complètement aberrants, et que finalement, il fallait peut-être soit un droit de vote pour tout le monde, avec chacun
nos capacités, nos difficultés, nos incompréhensions, nos zones de flou, soit il y avait un droit de vote, un vrai permis de vote. Alors là, il fallait que tout le monde passe au questionnaire et puis on verrait qui, mesure de sauvegarde ou pas, qui est apte à voter. Et puis finalement, ils ont tout fichu à la poubelle et voilà. Et donc en France, on a suivi un peu ce cheminement-là en se disant au début, oh là là, mais vous avez vu les réactions quand on a autorisé le droit de vote pour les personnes sous protection. On a eu un tollé quand même, et venant de professionnels du droit. Et je pense que c'est la même chose sur la liberté d'association. C'est parce qu'on vote, c'est parce qu'on expérimente l'association, qu'on se forme, qu'on se construit comme citoyen, qu'on comprend, qu'on s'approprie tous ces mécanismes-là et qu'on grandit. Et sous prétexte de protection, exclure certaines catégories de population de ces processus-là, ça me semble complètement à côté de la plaque, pour dire le moins violent. Je crois qu'on peut applaudir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, Louis? On m'entend là? Ah, parfait. Le micro est branché. Un petit rajout sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ce tollé, d'un côté, pour certains, il a de quoi surprendre, mais pour d'autres, ça ne m'étonne même pas. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui a été à l'origine de cette indignation de masse. On sait qui a très bien pu se dire que les personnes handicapées ne seraient pas en mesure de pouvoir voter. Et tout ça, on peut le relier à un seul gros problème qui porte bien son nom, c'est la présomption d'incompétence, d'inhumanité, d'inintelligence, d'incapacité totale. On se dit que parce que la personne est handicapée, que c'est forcément une raison pour l'exclure du système électoral parce qu'elle ne serait pas en mesure de décider, outre l'aide apportée par une personne valide, et forcément par une personne valide. Alors que le simple fait d'aller voter, non seulement ça montre que c'est des bêtises, ça n'a strictement rien de concret, c'est totalement faux, mais en plus ça confère un pouvoir immense à la personne qui a non seulement l'opportunité de déconstruire cette idée reçue, mais aussi de faire valoir son droit au vote, mais aussi ses opinions. Et jusqu'à présent, c'est pas un hasard de voir pas mal de personnes s'offusquer face à l'idée que, en fait, les personnes handicapées, elles sont pas si inférieures que ça. Parce qu'on s'imagine le handicap comme forcément moins inférieur, moindre par rapport à la condition de valide. Et après, c'est au bout du compte un peu vécu comme une forme d'attaque personnelle, comme tout un ego qui s'est bâti autour de ces préjugés qui s'effondrent, comme un château de cartes.